très intéressant, j'en dis pas plus, et j'invite Savelio Moruru. Yorna, bonjour tout le monde. Mes sincères salutations aux représentants, notamment le maire, le conseiller du ministre de l'Agriculture ainsi que le représentant de l'État. Merci de votre accueil au Fénois. Donc moi je m'appelle Telay Savelio, je travaille à la direction de l'agriculture de Wallis et Futuna et j'ai la responsabilité de vous présenter comment nous valorisons la matière organique dans nos îles. Donc déjà pour commencer, je vais vous faire une brève présentation du contexte du système agraire sur nos îles. Je continuerai sur comment nous répondons aux besoins des professionnels, quelles sont les actions que nous menons pour répondre à toute la partie agriculture familiale et quelles sont nos perspectives d'avenir. Donc la présentation elle a pour but de vous présenter de manière concrète et pragmatique ce que nous faisons. Il n'y aura pas de notion scientifique, mais vraiment sur des actions concrètes. Donc ça c'est une carte que j'ai récupérée sur internet. Pour ceux qui ne le savent pas, Wallis et Futuna se situe dans l'océan Pacifique. Les îles les plus proches c'est Tonga au sud, les îles Fidji et Samoa à l'est. Donc elle est située à 1900 km de la Nouvelle-Calédonie et à 2900 km de la Polynésie française. Donc Wallis et Futuna est constitué de 3 îles. Donc, Wallis a une superficie de 77,9 km² et pour 8300 habitants. Futuna, qui est connue aussi sous le nom des îles Horn, parce qu'elle est constituée de 2 îles. Futuna, 46,3 km² et Alofi, 18 km². Et Alofi, un seul habitant qui vit avec le soleil et pas d'eau. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de l'agriculture familiale. Donc, elle est largement dominante à Wallis et Futuna, puisque 95% de la population la pratique. Elle est surtout caractérisée par de la polyculture élevage, avec une domination de l'élevage de porc. Elle représente 25% du PIB. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture familiale, elle est vraiment caractérisée par une jachère qui est respectée, avec un outillage très rudimentaire et qui a peu évolué au cours de ces dernières décennies. Dans le domaine des bonnes pratiques agroécologiques, il est intéressant d'observer que la jachère elle est respectée, notamment parce qu'à Wallis, le terrain est plus plat, et à Futuna, c'est un peu plus compliqué parce que le relief est plus accentué parce qu'il y a des montagnes. Il faut aussi noter qu'il y a un usage des parcs tournants qui limite l'impact environnemental des effluents et qui améliore la fertilité des sols. Donc là, vous pouvez voir par cette slide que les cultures principales en matière de production végétale, on retrouve principalement les cultures de tubercules. Donc en première place, le taro, l'igname et le capé, et en deuxième place, des cultures comme le fruit à pain, le manioc et le coco. Donc en résumé, sur Wallis et Futuna, on appelle ça l'aloakaou. Il faut absolument qu'à disposition de son habitation, on puisse retrouver toutes les cultures nécessaires à la vie de tous les jours. Donc toutes les variétés de bananes, quelle que soit son utilité, parce qu'il y a des variétés de bananes qui sont nécessaires pour certains mets traditionnels, ou pour la confection de mets traditionnels. Donc il faut vraiment qu'on retrouve toutes ces variétés-là, de fruits à pain, toutes les variétés nécessaires aux pratiques médicinales, ou toutes les variétés nécessaires pour la confection de colliers. Il est nécessaire d'avoir toutes ces variétés-là à disposition à côté de son habitation. Donc là, vous voyez une image d'une culture sèche plein champ. Donc vous avez les ignames en tutorage de cases. Et vous avez toute la production de capé autour et de taro.
Le contexte concernant la production animale. Donc là, vous voyez une image d'une cérémonie coutumière devant le Palais Royal. À savoir qu'à Wallis, nous avons 3 royaumes qui a été officialisé par la population et notamment dans nos traditions, mais officialisé surtout par loi statutaire de 1961, donc officialisé par la République française. On retrouve comme je le disais, une large dominante présence de la partie porcine, soit 30 000 porcs. Ça équivaut à 3 animaux par habitant. On a une deuxième production animale qui est caractérisée par l'aviculture œuf. Ça représente un cheptel de 30 000 poules pondeuses pour 128 000 douzaines à l'année. On voit en face qu'il y a quand même une certaine importation des îles Fidji. Donc il y a quand même un certain potentiel. Et une petite production de miel. Donc comme je le disais, la partie production animale, elle est vraiment présente pour la coutume et en deuxième lieu pour l'autoconsommation. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas de grand élevage industriel, mais on est vraiment en système de parc tournant. Donc parc tournant, c'est occuper une surface, c'est une surface dédiée à l'élevage de porcs, où l'on va élever des animaux pendant un certain temps et continuer par de la production de tubercules. Donc il y a quand même des maraîchers à Wallis et Futuna, malgré la grande présence de la partie agriculture familiale. Ils sont en très large minorité. Ça représente, la production maraîchère représente 2% de la production végétale de Wallis et Futuna. Et on peut identifier 6 professionnels recensés, et avec les rendements que vous pouvez avoir à la suite. Donc 500 tonnes de salade, 1000 tonnes de tomates et 600 tonnes de concombres. On voit encore en face tout ce qui concerne les importations. Donc il y a plus de maraîchers à Wallis par rapport au relief de Wallis et moins de maraîchers sur Futuna. Donc qu'est-ce que nous faisons concrètement pour répondre à la demande des professionnels, notamment des maraîchers? On a déjà dans un premier temps embauché un vrai technicien en production végétale en 2021, pas un technicien de bureau, c'est vraiment quelqu'un qui sera sur le terrain pour répondre à tout ce que les agriculteurs voudront. Donc de la vulgarisation de fiches techniques, du conseil technique sur comment conduire un cycle de production de salade ou de tomates. On a essayé en matière de valorisation des matières organiques, on a acheté un broyeur en 2021 aussi, un broyeur adapté à notamment le broyage de la bourre de coco. Comme je disais tout à l'heure, on a 30 000 porcs à Wallis, il faut les nourrir, et l'alimentation principale des porcs, c'est le coco. Donc la bourre de coco, on la trouve à profusion sur nos îles. Il fallait trouver le moyen de pouvoir le valoriser. Il a fallu qu'on s'aide un peu de ce qui se passait ici, en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. C'est comme ça qu'on a trouvé un broyeur adapté, avec des lames marteaux, couteaux et des couteaux de nouvelle génération. Nous avons acheté une tonne à lisier, parce qu'auparavant on utilisait la tonne à lisier des habitations, et à un moment donné on n'était plus autonome. Il a fallu qu'on s'organise pour autonomiser notamment cette partie-là, mais pour qu'on puisse répondre à la demande des éleveurs, mais aussi des agriculteurs, pour faire du compost. Nous consacrons aujourd'hui une journée particulière pour le broyage. Le technicien que nous avons embauché avec un certain nombre de contractuels ont pour objectif, une fois par semaine, d'aller chez l'agriculteur et faire du broyage. Et ça représente approximativement, mais c'est quelque chose qu'on évalue à l'œil nu, ça représente 300 mètres cubes de matière broyée en 2024. Bon, à vérifier. Pour éviter tous les problèmes d'entretien, de réparation, parce que on est loin de tout et on a peu d'experts en mécanique, ce qu'on a décidé, c'est vraiment d'orienter les agents en face de cette action-là de broyage vers une formation, réparation chez le fournisseur en métropole.
Là, je résume quelque chose qui a été fait quand même depuis 2021. Ça prend énormément de temps quand on habite là-bas et il faut sensibiliser les gens, il faut sensibiliser les politiques pour avoir des financements et ça prend énormément de temps. Mais je le résume en 5 minutes. Ce que nous faisons pour les agriculteurs aussi, c'est que nous effectuons des formations. Donc on fait venir des experts de la Nouvelle-Calédonie, ou surtout de la Nouvelle-Calédonie, pour des formations agroécologiques sur qu'est-ce que c'est que de la matière organique, qu'est-ce que c'est que du broyat, comment faire du compost. Et là, dans le cadre des photos là qu'on peut voir, on a fait venir l'expert pour des buttes permanentes. Comment faire des buttes permanentes, quel est le rôle d'une butte permanente. Et l'idée, après, c'est de pouvoir le profuser dans les villages, dans les écoles. Donc là, vous avez une photo d'agriculteurs, de chambres de l'agriculture et d'instituteurs, parce qu'on invite aussi les équipes pédagogiques à venir participer à ce genre de formation pour qu'ils puissent être aussi sensibilisés et derrière qu'ils puissent avoir de la sensibilisation auprès des écoles primaires. Donc nous faisons énormément de sensibilisation dans les écoles primaires. Ça équivaut à une journée par semaine en début d'année dans les 2 premiers trimestres. Et en fin de trimestre, on est plus sur, on laisse les écoles autonomes pour pouvoir gérer la partie sensibilisation. Mais on y va, on leur montre ce que c'est que la matière organique, on leur montre comment monter des buttes permanentes, on leur montre les variétés, toutes les variétés, parce que comme un peu dans toutes les îles, il y a une érosion, une perte des connaissances, une érosion variétale. Donc là, ce qu'on va essayer de faire dans les écoles primaires, c'est vraiment implanter toutes les variétés qui ne sont plus connues pour que les enfants se réapproprient ces images des différentes variétés dans les cours de récréation et qu'ils puissent maîtriser le nom et à quoi ça ressemble. Donc là, vous pouvez voir, moi j'appelle ça des chefs-d'œuvre, parce que là, les enfants et les équipes pédagogiques essaient de faire des formes pour donner, par exemple, là, vous avez à gauche un cocotier. Donc là, c'était dans le cadre aussi de l'organisation de la journée mondiale du cocotier. Vous avez un smiley, c'est pour montrer que à droite, ça ressemble à un smiley, ouais. Et ils essaient de montrer qu'à travers l'agriculture, la valorisation des matières organiques, de la biomasse végétale, il faut quand même garder le sourire et que c'est l'avenir. Donc on fait aussi du travail du sol, du broyage et du compostage tout en faisant de la sensibilisation. Donc là, je voulais prendre un exemple concret de quelque chose que nous avons essayé de monter avec un village de Wallis. Donc c'est le village de Vaitupu, qui avait pour objectif de déplacer l'ensemble des élevages qui étaient situés au bord de mer et autour des taraudières, dans l'objectif d'assainir les eaux relatives à la pollution provenant des élevages, mais aussi d'optimiser le système de parc tournant. Le parc tournant, c'est quelque chose qu'on fait depuis des décennies, mais nous n'avons jamais eu de référence technique, nous n'avons jamais fait d'analyse scientifique pour voir quelles sont les quantités de lisier qu'on peut retrouver dans les sols ou quelles sont les durées maximales ou moyennes qu'on doit effectuer pour ne pas polluer les sols. Donc nous avons monté le projet. Donc nous avons fait intervenir un bureau d'études qui nous a identifié l'ensemble des élevages. Donc là, vous pouvez voir toute la zone rouge, c'est la zone sensible du village. Et vous voyez tous les parcs à cochons indiqués sur les différentes couleurs. Donc ça équivaut à 43 éleveurs. Donc là, on a aussi identifié les infrastructures d'élevage. Donc on pouvait identifier qu'il y avait des dalles en ciment qui dataient des années 2000 voire des années 1970. Il y avait 19 éleveurs qui avaient aussi des parcs fixes qui n'avaient pas bougé depuis les années 70 ou sur une durée de 15 ans. Et 16 éleveurs qui effectuaient le parc tournant. Tous les 6 mois à 4 ans. Donc il y a quand même une toute petite minorité qui effectuait le parc tournant, mais on ne savait pas s'ils le faisaient bien ou s'ils étaient hors la loi.
Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, on a identifié 40 élevages, on a identifié 43 élevages pour 582 porcs à déplacer. On s'est rendu compte en 2025 qu'on avait dépensé une certaine somme pour ce déplacement-là. On n'avait pas pu déplacer tout le monde en plus. Donc on n'a pu déplacer que 22 élevages pour 288 porcs. Et au bout de quelques années, en fait, on a abandonné le projet parce qu'on n'était pas suffisamment prêt et on n'avait pas toutes les bases et les références techniques pour pouvoir conseiller le village. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, il y a eu le programme Protège et ça nous a permis de monter une réelle expérimentation concernant le parc tournant et c'est ce que je vais vous montrer à travers la prochaine vidéo. C'est ce qui nous a permis aussi d'avoir aujourd'hui des références techniques. Donc là, je vais vous faire passer une petite vidéo. Bon, elle dure 7 à 8 minutes et puis... Le cochon est un animal d'élevage emblématique du Fénois, que l'on retrouve dans de nombreux foyers en raison de son importance pour la coutume. Depuis de nombreuses années, la DSA accompagne l'élevage porcin professionnel comme familial du territoire. Différentes études montrent que le petit élevage familial en parcs extérieurs permanents des presque 30 000 cochons de Wallis entraîne des risques pour la santé des habitants, des animaux, ainsi que la pollution du sol et des eaux. Pour réussir à conseiller au mieux les éleveurs de Wallis et Futuna, limiter ces risques et faire de l'élevage porcin un atout pour l'agriculture locale, la DSA, grâce au projet Protège financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Communauté du Pacifique, a réalisé une expérimentation sur le thème des parcs tournants électrifiés. Le concept est simple. Les porcs sont introduits dans un parc non bétonné et aménagé pendant 6 mois. Puis, ils sont déplacés dans un autre parc du même type. Le sol est laissé au repos, puis mis en culture. Après les cycles de culture et quand la végétation est de nouveau dense sur la zone, on peut y remettre un parc avec des cochons. L'objectif de cette expérience est de tester une autre façon d'élever les cochons, adaptée aux pratiques locales d'éleveurs. Il faut aussi leur donner des conseils adaptés au travers un appui technique et scientifique approprié. Les retours des éleveurs sur les avantages et les inconvénients du matériel et des pratiques testées ont permis de construire des références pour améliorer l'appui technique par les agents de la DSA et diffuser ces innovations au reste du Fénois. Quatre éleveurs des fermes de démonstration Protège ont été équipés en matériel, accompagnés techniquement et suivis. Chacun avait une organisation et des objectifs différents. L'expérimentation a débuté avec l'installation des parcs jusqu'à leur déplacement 6 mois plus tard, après quoi certaines parcelles ont pu être mises en culture. Pendant la durée de l'expérience, des agents de la DSA ont suivi 4 grands indicateurs. La pénibilité du travail de l'éleveur, la fertilité du sol et les risques de pollution des eaux et du sol par les éléments chimiques, la pollution par des agents pathogènes et enfin, le bien-être des porcs. Le matériel sélectionné pour réaliser les parcs est un système de fil conducteur dans lequel passe un courant électrique. Plus léger que des grilles à cochons, le parc électrique s'installe rapidement et s'adapte à toute forme de terrain. Le matériel, même avec le fret, est vite plus rentable que l'achat d'un grand nombre de barrières à cochons. Il est également possible de faire au moins une partie du système avec des matériaux disponibles localement. Les seuls achats indispensables sont l'électrificateur, la batterie et le système de prise de terre qui assure la sécurité du circuit. Ko te aonga mo te leleo si umea ngau anine e whoki mai, e te servicio te ngau kere, whea ki te Protège, ange ko te ahila, whea ki te mea whangai puka, pia mo te
ki mo ko te ki ko ngare vai mo ki ai to poka mo ka ta fi to whangau na e whainga fua ki au i te whihiki a ki o te ahila whera taku hiki toko tahi e te wailua i a hopela. La présence des cochons dans un parc modifie l'environnement. La végétation disparaît, le sol piétiné devient boueux et des creux et des bosses apparaissent. Si on ne fait pas attention, on peut polluer les eaux et le sol et rendre la parcelle difficile à cultiver. Pourtant, avec une bonne gestion, un parc porcin extérieur peut avoir un effet positif pour l'agriculture. On s'est d'abord intéressé à la fertilité du sol après 6 mois de parc porcin. Un sol, c'est l'association d'une part d'une roche qui se dégrade en matière minérale et d'autre part des matières organiques, c'est-à-dire de matières issues d'êtres vivants. Des êtres vivants, un sol en abrite un très grand nombre, qu'ils soient microscopiques ou visibles à l'œil nu. Ils participent à rendre les éléments minéraux, organiques, l'air et l'eau accessibles pour les plantes et influencent donc la fertilité. On dit qu'un sol est fertile quand il peut maintenir des plantes en vie, c'est-à-dire quand il leur permet de s'enraciner, de puiser l'eau et d'avoir accès aux éléments nutritifs stockés dont elles peuvent avoir besoin pour grandir. Whakatoto ai nine ke au mai taku poka na tu i tai ke au mai furi ki he ni ki hafosia ke au mai ki taku ahila ni ke na to whakakere le ka hiki te a prosper no. Grâce à des échantillons de sol envoyés dans un laboratoire, on a pu vérifier qu'en laissant les parcs porcins en place pendant 6 mois, le sol augmente ses réserves en certains éléments nutritifs essentiels à la plante, tels que l'azote, le potassium ou le magnésium. On note aussi que le sol s'acidifie un peu, ce qui n'est pas problématique sur nos sols si on réalise la rotation des parcs. Par contre, si on laisse longtemps le parc au même endroit, alors l'acidité du sol va augmenter, ce qui va limiter la fixation de certains éléments qui vont être perdus avec les eaux de pluie. Les réserves alimentaires de la plante diminuent alors. Nos sols sont aussi très riches en métaux lourds, comme le chrome, le cuivre ou le nickel. Ces derniers sont pour la plupart toxiques pour les plantes, mais bloqués par un sol en bonne santé. Quand l'acidité du sol augmente trop, ces éléments se libèrent, la plante les absorbe et s'empoisonne alors. Outre la fertilité du sol, la présence des cochons influence aussi la qualité de l'eau, notamment via les nitrates NO3-. Cette forme de l'azote est nécessaire au développement des plantes, mais elle est facilement entraînée par l'eau de pluie. En concentration trop importante dans l'eau, le nitrate entraîne le développement d'algues envahissantes. Le nitrate risque alors de polluer la lentille d'eau, qui constitue la réserve d'eau potable de Wallis, l'eau des taraudières et l'eau du bord de mer. L'urine des cochons se dégrade rapidement en nitrate, donc plus on met de cochons sur une surface, plus on augmente ses pertes et la pollution. Cependant, plus on augmente la taille du parc, moins vite les cochons dégradent la végétation, ce qui limite les pertes en nitrate vers les eaux de surface ou la lentille d'eau douce. Ces pertes estimées en nitrate sont importantes, quel que soit le nombre de cochons dans un parc. C'est pourquoi il est primordial de ne pas installer les cochons dans des zones sensibles, telles que les bords de mer, les zones de captage, les sources ou les taraudières. Garder de la végétation comme des arbres, des buissons ou de l'herbe dans l'enclos est bénéfique. Les plantes piègent une partie du nitrate et limitent ainsi les pertes vers l'eau. Il faut aussi déplacer son parc au bout de 6 mois maximum et attendre également 6 mois avant de remettre son parc à cochons au même emplacement. Enfin, il faut préserver les forêts de nos îles qui permettent de diluer l'impact des nitrates dans la lentille d'eau, les rivières ou les lacs et la maintiennent donc potable. Au cours de l'expérience, on s'est aussi intéressé. Donc la vidéo elle dure 20 minutes et je l'arrête un peu avant parce que sinon elle fait toute ma présentation. Donc comme vous avez pu le voir, on a monté cette expérimentation. Aujourd'hui on a des fiches techniques, on a un support de communication qu'on peut le transmettre auprès de la chefferie, auprès des populations, dans les écoles primaires. On a sorti énormément de supports de communication.
Et on va reprendre le projet qu'on avait abandonné avec le village de Vaïtoupou, vraiment pour venir et leur dire comment faire de la rotation et comment produire derrière un élevage de porc. Perspectives d'avenir. Donc ça, c'était avant que je vienne au séminaire. Donc nous, on avait prévu d'acheter 2 broyeurs vraiment pour mettre à disposition des agriculteurs, parce que si on dépend des agriculteurs, il faudrait qu'on fasse du broyage tous les jours, mais ce n'est pas notre première vocation, donc on va en acheter 2. J'avais déjà identifié des broyeurs, mais je crois que je vais changer de projet d'investissement avec tout ce que j'ai vu cette semaine. Nous allons effectuer des composts collectifs avec les chefs de village, afin d'apporter encore plus de sensibilisation pour qu'ils voient l'intérêt de ce que c'est. On avait déjà pu le faire il y a quelques années dans le cadre du projet Intègre, et on voit bien que les populations sont intéressées, parce que le compost, on ne voyait pas la couleur parce qu'il était volé à chaque fois. On va créer une mallette pédagogique pour les projets jardin-école, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec les enfants. Donc on va créer pas des fiches techniques, mais des choses facilement compréhensibles par les enfants, par rapport à la vie du sol, par rapport aux matières organiques, par rapport aux différentes les espèces cultivées. Et nous allons mettre, par rapport à cette expérimentation, nous allons mettre 3 grandes parcelles de démonstration. Donc 4 parcelles de démonstration, 3 à Wallis et 1 à Futuna, où on va vraiment faire ce que vous avez vu là à travers cette vidéo, pour que les gens puissent le voir et surtout y croire. Merci de m'avoir écouté, et je suis à votre disposition. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition, et si vous n'en avez pas, merci. Est-ce que vous avez envisagé dans un second temps, pour compléter l'expérimentation, de compléter le système du parc avec la mise en place de paillage ou de litière, pour permettre de rajouter un peu de matière carbonée qui absorberait un peu plus les nitrates, et rajouter la matière organique qui permettrait derrière d'être plus efficace dans la mise en place des cultures? Non, pas du tout. On a vraiment pris l'existence, ce qui se faisait vraiment... on a pris déjà différents types de sols, donc des sols plus aérés, des sols plus compacts. C'était vraiment sur les types de sols où ça a été notre base d'expérimentation, mais il n'y avait pas eu l'idée de rajouter de la matière organique dans les parcs. Peut-être que dans le cadre du 12e FED, il y aura peut-être quelque chose à faire sur ce point-là. D'autres questions peut-être ? Oui, dans la présentation, il était dit qu'on pouvait faire des ignames, des tarots, des maniocs, et pas de taro. Pourquoi pas le taro? Dans la vidéo? Si, on peut faire des tarots. Il y avait une image où on avait mis des ignames, des tarots et des capés. C'est peut-être juste après l'expérimentation, enfin après le temps d'élevage, où il n'est pas recommandé de mettre des cultures consommables, des tubercules. C'est là où on demande de mettre peut-être des engrais verts ou des cultures à parfum, mais pas des cultures consommables. Ah, ok, d'accord. Pas installer de parc tournant autour des taraudières, parce qu'il y a un risque de lessivage dans les eaux et que ça peut polluer les eaux. Merci. Peut-être encore une question? Oui. Bonjour, merci pour ta présentation. Je suis Deto Moutou. Tu disais que justement, suite au séminaire de cette semaine, tu allais revoir ton investissement par rapport à tes broyeurs, et je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu comptais faire justement. Qu'est-ce qui t'a fait que ça
Ça t'a donné justement des idées autres que ce que tu avais prévu par rapport à ton plan initial? Merci. En fait, on travaille beaucoup manuellement à Wallis et moi j'ai pu voir à travers certaines présentations de mes collègues en Nouvelle-Calédonie et quand j'ai vu le projet de Tap-Tap Ouattea, il y a quand même de la pénibilité à enlever et avec un résultat plus fin. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être du matériel de plus grande envergure à peut-être rajouter dans le projet que ce que moi j'avais pu voir en fonction de notre réalité. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de réadapter les choses et peut-être voir plus grand, mais vraiment pour répondre à la demande des agriculteurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment prendre du matériel plus gros et plus adapté. Ok, merci. Une dernière question. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Coralie. Si, avant, je pose une petite question. Pardon. Au niveau du foncier, est-ce que ça, il n'y avait pas de souci parce que du coup, avec les parcs tournants, ça demande à minima d'avoir 2 zones. Donc, est-ce que le foncier n'est pas trop un souci chez vous et quel a été l'accueil du coup des éleveurs? Est-ce qu'ils étaient enthousiastes que ça a bien pris? Voilà. On est tous éleveurs, hein, on est tous propriétaires fonciers à Wallis et Futuna et comme les agriculteurs, hein, c'est compliqué de changer ses habitudes. C'est pour ça qu'on avait parlé c'est pour ça qu'on voulait intégrer les clôtures électriques parce que c'est vraiment de la pénibilité en moins, c'est moins cher. Après sur la rotation, c'est un peu pour ça aussi qu'on veut faire des parcelles de démonstration. C'est vraiment pour les inciter à voir tous les bienfaits du projet. Mais il n'y a pas de problème de foncier. Tout se passe bien. En matière d'agriculture familiale. Hein. Après, pour ceux qui veulent se lancer dans quelque chose de plus grande envergure, ça devient un peu plus compliqué. Une dernière question peut-être? Bon, s'il n'y a pas d'autres... Ah, si, une petite question. Mis à part les gains pour l'environnement, est-ce qu'au niveau de la productivité, pour les producteurs, est-ce qu'ils ont vu des gains de croissance? Ou peut-être que ça a été dit que j'ai dû m'absenter 5 minutes, mais est-ce que pour les producteurs eux-mêmes, ça a des avantages au niveau productivité? La notion de productivité, c'est pas la plus importante. Les gens, il n'y a pas de notion de productivité ou d'économie, c'est vraiment produire pour avoir quelque chose, et puis si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Bon, après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en collaboration avec l'UPRA porcine de Païta pour apporter de l'insémination, du sang neuf sur Wallis, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un problème de consanguinité, il y a un problème de mise bas, et il y a des problèmes sanitaires. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir quand même des experts, et puis de la semence surtout, pour apporter un peu de productivité. Peut-être moins de maladies au niveau des porcs. En tout cas, c'était peut-être un peu court pour voir les effets. Pas moins de maladies, parce que les animaux, c'est des animaux qui sont habitués un peu au contexte climatique, qui sont quand même plus rustiques. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener du sang neuf, vraiment pour avoir plus de porcelets, et puis pour avoir plus de mise bas. Cela, les gens, ils travaillent, et puis plus de technique aussi. Cela, les gens, ils travaillent avec la lune, ils travaillent. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est faire de la synchronisation, mais petit à petit. Et du coup, les éleveurs, ce sont des professionnels ou bien ça reste encore des éleveurs, agriculteurs qui font un peu tout? Il y a des professionnels qui essaient de se professionnaliser, mais tant qu'il n'y a pas d'abattoir, c'est un peu compliqué. Donc, ils travaillent surtout sur la partie indemne de bruxellose. Il y a des élevages qui sont reconnus officiellement par le CIVAP. Donc ça, c'est un peu ce qui fait la différence avec les 95% de la population. En gros, il y a 4 élevages professionnels, donc indemne de bruxellose, dans le lycée agricole. Et l'objectif du village de Veitupu, c'est ça? C'est de regrouper du coup toute cette production à un même endroit et du coup de procéder aux bonnes pratiques d'élevage? Oui, je l'ai peut-être pas bien expliqué. L'objectif, c'était vraiment d'enlever tous les élevages du bord de mer, donc à zone de risque par rapport aux eaux de baignade et aux taraudières,
c'était de les déplacer à la partie plus centrale du village pour pouvoir déjà les enlever, mais aussi c'était aussi pour augmenter la partie production végétale, donc effectuer du parc tournant et derrière produire. Ok, merci. Dernière question. C'est peut-être un peu hors du sujet, mais vu qu'il n'y a pas d'abattoir, qu'est-ce qui est fait de tout ce qui est carcasse de porc à Wallis? Sont enterrés. C'est enfoui? Enfoui, ouais. Et il n'y a pas de risque de... Il y a un centre d'enfouissement technique géré par le service de l'environnement et ils sont enfouis. Pour ce qui va au centre d'enfouissement, c'est enfoui là-bas et le reste, il y a des gens qui l'enfuient eux-mêmes chez eux. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question avant qu'on fasse une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est bon. Bon, je passe le micro à Coralie qui va vous expliquer la suite de la journée. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Savelio.